Ça donne donc à mes feuilles, comment dire ça, la teneur, oui, le contenu, le contenu même de l'épreuve que l'artiste, pas spécialement moi, doit absolument connaître. Mais d'autre part, je me répète assez souvent en cours de travail, dans le dessin, que le point de vue de l'artiste, ça n'existe pas. Si on veut faire primer ses points de vue, ses avis, ces espèces de sentences, etc., ce à quoi tout le monde a l'air d'être arrivé maintenant, je dirais grosse déconographie générale. Alors là, c'est clair, on se perd, comme les moines se sont perdus dans le passé, et se perdent toujours, en une sorte d'observance d'une loi qui est tout à fait trouée, usée. La loi, en supposant qu'il y ait vraiment la loi, elle est ailleurs. Le regard de l'autre, il permet de gratter l'os que l'on est en train, à la table ou au chevalet, d'élever en symbole. Souvent, lorsque Cécile vient, et que sans doute en bas, elle sentait, pas tellement parce que je faisais du bruit, parce que je ne fais pas de bruit, elle est juste en dessous de moi, mais on ne m'entend pas. Elle sentait, parce que les choses s'écoulent, parce que il y a de l'odeur qui circule dans la maison, que j'étais en train de détruire quelque chose. C'est très difficile de se contenir, de se retenir. Je sens où je fais mon dérapage, où je suis en train de commettre. Je ne suis pas sûr d'être dans la vérité, enfin dans la justesse en disant l'erreur, mais il y a une erreur. On passe par-dessus ce que les autres ont pu appeler ici et là, pour eux, des fautes de goût, on s'en fout du goût. Et même l'équilibre, ça tient pas très bien. L'équilibre, c'est une notion et une convention. Mais là où il est absolument certain que ce qui vibrait une heure avant ou l'instant d'avant, tout à coup cesse, s'éteint, d'épanouir qu'était le moment. Et que tant bien que mal, si je parle de moi, alors je veux dire que je canalisais, si je puis dire, l'épanouissement en question. Je ne me laissais pas envahir par cette espèce de multitude de moustiques qui toujours viennent autour de nos têtes et sifflent et piquent. Non, et bien tout à coup, quelque chose s'est produit, que j'ai peut-être fait, donc que j'ai produit moi-même, ou que j'ai laissé se produire, que j'aurais pu arrêter, ne serait-ce qu'en me levant, pas du tout en corrigeant, non, se lever, marcher, revenir à sa table. Mais voilà, une fois encore, s'il y a une loi, la loi elle est ailleurs. Dans mes deux pièces, j'ai l'impression qu'est dressé un travail. Seulement on ne peut pas voir le travail, parce qu'il est d'une transparence totale. Et le travail, il ressemble point par point à cette sorte d'appareil. C'est parce que je l'ai vu, cet appareil, que je dis qu'il y a ce travail qui est dressé. Cet appareil étonnant dont on se servait dans les montagnes, mais on se servait ici, dans la plaine, mais particulièrement dans les montagnes, pour ferrer les bœufs. Les bœufs qui sortaient, les arbres montaient par tous les temps et dans toutes les circonstances, dans tous les états, montaient dans les montagnes et puis tiraient sur les pentes les plus abruptes
les arbres que les hommes venaient d'abattre. Eux passaient là où ensuite plus personne, enfin, eux ayant disparu, aucun matériel ne peut aller. Alors si j'ai dit ça, c'est parce qu'il y a cette sorte d'écartèlement avec lequel je ne peux pas faire autrement que de vivre, duquel je ne tire aucun plaisir, mais dans mon travail, enfin dans le travail, dans l'instrument, ça faisait 2 mètres de haut, 3 mètres de long, il fallait qu'une bête rentre de chaque côté, et elle était bridée, comme entre des brancards, mais c'était barricadé là-dedans, et tenu par des courroies, des bœufs énormes. On les suspendait par le ventre avec une grosse courroie, et ça libérait le train arrière, les pattes, ou le train avant, les pattes avant, bien sûr. Et je peux, moi, selon le dessin, regarder autour de moi et voir s'écouler sur mes feuilles une teinte. Quelquefois, j'ai l'impression que c'est un liquide parce que la feuille, elle gondole, mais c'est ma sueur qui la fait gondoler. Mais je ne suis pas sûr de ce que je dis. Je vois s'écouler la patience. La patience. Que n'ai-je pas fait depuis que j'ai rencontré la patience? Ça remonte au changement qui est survenu, qui est arrivé. J'ai déjà dit ça. Après la Ghana, j'ai vraiment été... Bon, après la Ghana, puis sur ma lancée, j'ai écrit Sens inverse. La Ghana, c'était pour y voir clair, pour enfin oser croire que vraiment j'existais. Alors, on ne va pas recommencer, mais il est vrai que la façon dont ma mère avait tout fait pour empêcher tout règlement de s'installer en moi, ce dont j'avais tout à fait besoin, peut-être comme tous les enfants, c'est-à-dire, comme elle n'avait aucune initiation à me proposer, une règle que j'aurais pu détruire. Or, elle n'a pas proposé de règle. Elle n'a rien proposé du tout, parce qu'elle était paumée complètement. Et elle a commis quelque chose qui peut-être m'a été très utile d'une certaine façon, parce que j'ai pu au moins replonger en arrière ce que je n'aurais pas fait si... Enfin, peut-être. Je l'aurais fait artistiquement, et j'ai horreur de ce qui est fait artistiquement. Pourtant, je me considère tout de même comme un artiste, mais un artiste qui travaille, quoi. Qui est même dans le travail, c'est-à-dire il est soutenu par une sangle en dessous de son ventre, et il se ferre lui-même. Je connais mes tenailles, mon marteau et mes clous. Je me suis en quelque sorte retrouvé dans cette librairie, où à Marseille je suis vraiment né. Hein. La naissance, elle est très visible. C'est à partir du moment où je croise le premier livre de Paul Klee avec des reproductions dedans, et le premier livre de Breton avec quelques textes dedans. Et puis ensuite, les autres qui sont venus. Même quelques autres qui avaient précédé, qui étaient de Sandrard. C'était pour moi tout à fait une très bonne nourriture. Enfin, les points forts, c'est là. J'étais donc à Marseille et lisant chez les autres, souvent il s'agissait que d'eux. Je n'aimais pas les histoires, les types qui fabulaient. Je refermais ça aussitôt. Même si fabuler pour eux était une façon dissimulée de dire leur histoire. Je crois pas trop à cette sorte de métamorphose, de cachette, de cape que l'on se fout sur la tête pour ne pas arriver à dire. Pourquoi pas dire? Pourquoi pas dire le je? Moi, je souffrais beaucoup de ça. Quand je marchais dans les bois de Saint-Cloud, que j'avais 16 ou 18 ans et que je chantais parce que je voulais effectivement mon être.
et non pas vivre 16 ans dans une cave avec ma mère qui me disait faut pas faire attention à ça, ça n'existe pas. Et c'est d'ailleurs étonnant, une autre femme m'a dit quelque chose de semblable. Cette autre femme, c'est Paulette, cette femme qui me donnait des leçons, mais qui, au lieu de me donner des leçons de français ou de calcul, me donnait des leçons d'érotisme, et qui usait et abusait de mon sexe. Mais j'en tirais un plaisir, c'est vrai. Mais quand je l'ai revue des années après, or elle m'avait totalement blessé. J'étais lardé de coups de couteau d'elle, coups de couteau de ses gestes. J'en ai des cicatrices internes. Et j'ai mal à ces cicatrices encore maintenant. Qu'elle allait jusqu'à me vider. Mais me vider, et une fois que j'étais vidé, me vider encore, et encore, et encore. Et je frôlais le malaise. Et puis c'est ce qu'elle demandait, ce qu'elle voulait que je fasse, qui allait pour un homme, mais qui n'allait pas pour un enfant de 13-14 ans, qui en plus toussait, crachait, rentrait dans une usine et 3 semaines après ou un mois après était obligé de s'arrêter pendant 3 semaines à nouveau, et ça n'existait pas tellement à ce moment-là, les possibilités d'arrêter puis de reprendre, et puis on perdait tout. Mais elle en profitait pour revenir vite. Et je l'ai revue, j'étais un homme, j'avais quitté Marseille, je l'ai revue une fois. Elle était tout autre, mais reconnaissable par moi. Et en la revoyant, j'ai ressenti tous les coups de couteau qu'elle n'avait pas oublié m'avoir donné. Et avec son doigt, en souriant, elle disait là, et là, et là. Et elle touchait très, très, très juste. C'était bien là qu'elle avait piqué. C'est là qu'elle avait mordillé, sucé, aspiré, enfoncé. Et puis tout à coup, elle m'a dit « Ça va, toi ?» J'avais regardé, je n'avais pas répondu. J'étais un peu interdit devant elle. Il venait de se passer 10 ans pratiquement. Et elle m'a dit « Tu sais, tout ce qui est arrivé, ça s'oublie. » Alors là, je lui ai dit « Non, faut pas être dégueulasse. » Même si ça a été pas loin des meurtres, tu ne peux dire ça. Comment? Tu me tutoies? Moi, je te tutoyais parce que tu étais un gamin, mais toi, tu m'as toujours respecté. Je te dis, il ne faut pas dire ce que tu viens de dire. C'est vraiment dégueulasse. Oublier, je n'ai jamais oublié. Mais je peux te dire, j'en porte vraiment les cicatrices. Toi, tu sais même pas ce que c'est que des stigmates. Tu ne sais seulement qu'une chose, c'est branler, sucer, jouir. Maintenant, c'est foutu, t'es vieille. Mais ce que tu as fait avec moi, je te dis pas c'est dégueulasse, je te dis pas c'est mal, je dis ce que tu viens de dire. Faut pas repenser à ça, c'est rien, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Tu es pire que je pensais. Et puis je suis parti. Donc ça rejoint ma mère, qui me disait quand j'étais beaucoup plus jeune, qui peut-être m'a fait des allusions au sujet de cette bonne femme, car quelquefois elle me disait, tu sais, c'est rien dans la vie, il y a des tas de choses qui arrivent, moi j'en ai beaucoup avalé. Avalé. Le mot avaler, elle qui disait tout le temps, je veux avaler. L'autre, c'est Paulette, la femme du troisième. Et ma mère qui me disait, moi j'en ai beaucoup avalé, j'avais presque envie de lui dire, mais t'aimais ou t'aimais pas? Actuellement, je ne l'ai jamais fait, puis j'aurais été mauvais de dire ça. Et puis ma mère parlait pas de la même chose. Enfin, je crois qu'elle parlait pas de la même chose. Ma mère ne m'a pas arrangé. Ma mère m'a aimé, et par trop d'amour, ma mère m'a en quelque sorte fait déraper. J'aurais pu me faire tuer pendant la guerre, parce que je n'avais pas été mis en garde. Et quand j'avais été mis en garde, c'était beaucoup trop, c'était de façon exagérée. C'était ton père est dégueulasse, ton père il faudrait qu'on le plaque, qu'on aille vite vivre ensemble, quelque part, tous les deux, qu'on s'occupe plus de lui. Ça c'est fort, ça c'est gros, ça, c'est pas possible qu'une mère dise à son fils plaquons-le et allons vivre ensemble. C'est pas possible, ma mère m'aimait. Ma mère m'aimait autrement peut-être qu'elle ne le pensait. Moi je l'aimais d'une façon que je refusais. Je présentais la photo de ma mère à des petits copains, enfin des petits copains, ils avaient 16 ou 18 ans. Et je leur disais, ça c'est une vieille, elle est formidable, elle suce. Et j'étais fendu en moi.
d'avoir traîné ma mère à cet endroit. Mais ma mère m'avait amené à dire une chose comme ça. Puisqu'elle disait tout ce qu'on a connu, nous, c'est-à-dire nous, les deux et les Rolleries, tout ce qu'on a connu, ça compte pas, c'est pas ça la vie. Et moi, je sentais bien que c'était ça la vie. Et quand je me suis trouvé adulte, dans l'armée, dans les maquis et tout ça, j'étais peut-être le seul à avoir beaucoup de difficultés à faire revenir quelque chose qui soit vrai en moi, puisque ce que je savais être vrai, ma mère m'avait dit, c'est pas vrai. Ça compte pas, faut pas y penser. Ça, faut l'effacer, ça, faut l'oublier. Comme Paulette qui disait, tout ce qu'on a fait, non, ça compte pas, c'est pas la vie. Alors où est la vie? Alors, j'ai écrit la Gana. Je ne savais pas que je faisais la Gana pour ça, mais j'ai quand même écrit la Gana pour y voir clair. Et puis sur la lancée, j'ai écrit Sens Inverse, parce que Sens Inverse, c'était aussi une autre Gana. C'était aussi une autre femme qui, elle, ne disait pas la vie, c'est pas ce qu'il y a autour de nous. Elle disait la vie, c'est pas ce que toi tu dis. Or, moi, j'étais en train d'essayer de reconstruire mon passé. Je lui parlais longuement de mon père, de ma mère, je devais l'emmerder énormément. Elle, bourgeoise, une sainte horreur de tout ce qui était, disait-elle, sale, et que moi je ne trouvais pas sale. Même mon père rentrant ivre, c'était pas sale. C'était la condition de cet homme et de beaucoup d'hommes qui ne pouvaient pas aller plus loin que usine, bureau, usine, bistrot, bistrot, chambre, chambre, dormir, dormir très fort, vomir, et le lendemain se dégoûter, faire des bises à tout le monde, me disant viens faire une bise à ton papa, allez viens, faut pas penser à ce que j'étais hier au soir, qu'est-ce que tu veux, tu verras, enfin j'espère que tu verras pas, oh comme je voudrais que tu ne vois pas ce que j'ai vu. Et puis ma mère de derrière le rideau qui était en train de se laver, et qui disait arrête de brailler des conneries comme ça à ton fils, laisse-le, il est bien ce petit, on l'a tenu à l'écart jusqu'à maintenant, pourquoi tu le refourres là-dedans? Alors vite il s'habillait, il se rasait pas, il prenait sa musette, ma mère avait glissé la gamelle et la petite chopine dedans, et il foutait le camp en râlant. Du coup il me demandait plus de lui faire une bise. Une fois il m'a même dit je te demande pardon. Je te demande pardon. Je l'ai dit à ma mère, j'ai dit tu sais il est pas vache. Il m'a dit je te demande pardon parce que l'autre jour il a gueulé puis il nous a un peu tous traînés dans la boue. Mais il est pas vache s'il dit ça. Et ma mère m'a dit oublie toutes les paroles qu'il dit. Tout est mensonge, tout est faux. J'ai dit, mais si tout est mensonge et tout est faux, pour lui, tout devient vrai. Et pour nous, ça pourrait être aussi un peu vrai. Et puis si on le sait que c'est tout faux, on doit pouvoir démonter puis le mettre à l'envers. Au lieu de dire, il est tout le temps dégueulasse. Lui, il dit, je suis un dégueulasse, je suis un bon à rien, je vous ai tous rendus malheureux. Oh, oui, mais pendant ce temps-là, dit ma mère, il me pique du fric. Mais c'est pas grave, laisse-le te piquer du fric. C'est mieux qu'il te le pique à toi que d'aller le piquer dans la caisse à l'usine. Là, tu seras emmerdé. Et ça, il l'a jamais fait. Puis ça, il le fera jamais. C'est peut-être sa façon à lui de te dire qu'il t'aime bien, que tu l'aides, qu'en laissant du fric traîner dans le portefeuille ou dans le porte-monnaie, c'est pour lui que tu le fais. Et ma mère m'a dit, t'es vraiment, t'es culotté de dire ça. Tu ne te rends pas compte la vie qui nous fait mener. Oui, je suis d'accord, moi je peux pas mener comme ça tout le temps, détester mon père et adorer ma mère. Ça, je peux pas y arriver. Par moments, je me mélange les pédales et c'est toi que je déteste et c'est lui que j'adore. Ma mère m'a ouvert les yeux. Ah, qu'est-ce que tu viens de dire? Ben voilà, c'est à ça que ça mène. Vous dites des conneries. Et lui, il en dit peut-être moins que toi. D'une certaine façon, il en dit moins que toi. Toi, tu m'aimes, tu brailles ça tout le temps. Je sais pas si tu m'aimes. Est-ce que moi, je te dis tout le temps que je t'aime? Ben toi, tu m'aimes pas. Ah voilà, fallait que t'en sortes encore une comme ça. Lui, il demande pardon. Toi, tu ne demandes jamais pardon. Moi, je vous demande pardon. Il y a des fois où je dis, oh, je dis, j'ai pas été bien. Oh, mais tu copies ton père. Non, je copie pas mon père. Eh bien, toutes ces petites histoires-là, c'est vraiment ces salades de famille. Oh, elles sont pas terribles. Elles sont pas terribles, mais enfin, quand ça dure pendant 20 ans, 18 ans, je me suis barré il y a 18 ans de la maison. Mais je m'étais déjà barré quand j'avais 14 ans, 15 ans. Puis je suis revenu parce que c'est plus fort que vous. Ça, c'est un piège. C'est un foutoir. Des vies comme ça, c'est des foutoirs, mais c'est des foutoirs. Si on a la chance de pouvoir écrire une Gana, c'est des foutoirs qui sont très riches. J'ai jamais été embêté d'avoir écrit la Gana. J'ai jamais dit à mes vieux. Puis alors j'ai donc écrit sur la lancée, sur la coulée, Sens Inverse. Seulement, c'était déjà autre chose. Il s'agissait d'un être adulte et puis d'une femme, adulte bien sûr, qui n'arrêtait pas de dire
tu te trompes, tu lis des choses qui ne sont pas pour toi, tu oublies que tu es un ouvrier, que tu n'as pas fait d'études, tu n'as rien. Je t'ai permis voilà, de mener la vie que tu mènes, sinon où est-ce qu'on serait? On serait à Paris, à Boulogne, dans ta ville, et puis quoi? Tu travaillerais où? Tu aurais une toute petite paye, là au moins, t'es toujours propre, tu apprends peut-être quelque chose, mais tu ne l'apprendras que si tu arrêtes de lire ce que tu lis, parce que ce que tu lis, c'est la fin de ta tête. Et pourquoi c'est la fin de ma tête? C'est la fin de ta tête. Je sais ce que c'est, moi, ces trucs-là. Écoute, je vais te dire, tu parles comme si tu étais ma mère. Oh, si ta mère avait été comme je suis, tu ne serais pas comme tu es. Ah bon? Et si mon père avait été comme ton père, je ne serais pas non plus comme je suis. Au fond, tu refais le monde, quoi. Hein. Tu n'acceptes pas que mon père, il soit ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout un mauvais beau. Mon père, il a même la bêtise, il t'aime bien. Tu vois. Il faut qu'il soit con, hein. Il t'aime bien. Et pourtant, il a fallu qu'il en ravale, parce que tu me fais des reproches, moi je pourrais dire que les gens comme toi, il les vomissait, il fut un temps. Eh ben non. Il dit pas j'ai oublié, lui, mais il dit bon, on va faire avec. Et il fait avec. Et il te fait non seulement des sourires, mais il te rend des services, et il dit jamais tellement de mal de toi. Tu vois, il fait pas comme toi. Alors toi, ce que tu as vraiment décidé, c'est me démolir. Hein. Alors ma mère, je ne dis pas que ma mère m'a démoli, ma mère n'a jamais voulu me démolir, ma mère a voulu me protéger de toute démolition. Moi, elle s'est foutue le doigt dans l'œil. Résultat, je suis effectivement un type emmerdé. C'est vrai, tu m'as permis de travailler dans la librairie, c'est bien, ça m'ouvre les yeux. Mais seulement toi, tu dis, il ouvre les yeux, ça c'est foutu. Je voulais pas d'un homme qui ouvre les yeux. Alors tu voulais quoi? Tu voulais d'abord un homme qui avait pas de bite, tu voulais un homme qui a des boutons sur la gueule, sans doute, qui le dimanche aille à la messe. Qu'est-ce que tu voulais? Qui ferme sa gueule, qu'il aille pas de vie, que ça marche tout seul, que je fasse le ménage le dimanche matin, peut-être. Ça, t'aurais aimé. Un grand tablier, un chiffon, un balai, et puis mon mari fait le ménage. Pendant que moi, je vais... où est-ce que tu serais? Tu serais allé à la messe. Et puis moi, je serais allé à la messe 1 heure après toi. Et tu serais rentré, et c'était tout propre à la maison. Oui. Ben, j'ai fini sens inverse, comme ça. Une sorte de compte à régler avec moi. Avec elle, je m'en fous. Avec la gana, je règle pas mes comptes avec mes vieux, c'est pas vrai. C'est avec moi. Seulement, pierre après pierre, je consolidais. Je consolidais. Je ne sais pas ce que je consolidais, mais je consolidais. Et j'étais mieux parce que j'avais dans mes poches des livres, parce que j'avais des amis à travers mes livres, et parce que je pouvais m'isoler et commencer à faire des dessins. Aussi bien là où je travaillais, je m'isolais. Je n'allais pas bouffer au restaurant ni rien. J'avais toujours une petite demi-heure ou même 1 heure pour moi. Et puis, au premier étage de la librairie, je faisais des choses. Tout de suite, des tâches. Ça sentait fort en bas, mais j'avais besoin. Et puis après, j'ai écrit La Perruque. La Perruque, c'était une sorte de suite entre l'enfance et la véritable adolescence qui commencerait, disons, à 16 ans. Alors c'est ce passage douloureux, surtout chez les ouvriers. Le gamin de 12 ans, il en a 16 ans. Et quand il arrive à ses 16 ans, il en a 20. Ordinairement, s'il n'a pas une planche à pain, il est un type solide, c'est fait. Il a subi, il est vacciné. Alors j'ai fait ça. La perruque. Après la perruque, j'ai eu besoin de faire nœud coulant. Bon, c'est ce que c'est, mais c'est vraiment le grand travail d'usine, la grande déconcentration, si on peut dire, destruction de soi. Je sais que c'est fini, je m'approche d'un temps où j'aurai fermé la porte de l'usine. Ça, j'en étais sûr. Je ne retournerai plus là-dedans. Mais voilà, je ne savais pas où j'allais. Alors c'est pourquoi j'avais piqué une tête dans l'armée après. Et quand tout ça a été fait, c'est-à-dire tous les matériaux ont été là, les briques, le ciment, le sable, ça tenait plus ou moins bien, mais que ça peut foutre ça. Ça tenait. Puis je l'avais fait avec Cécile à côté de moi. Et puis Cécile m'avait en quelque sorte soutenu, aidé, poussé même. Elle prenait plaisir, je ne sais pas, peut-être, mais elle prenait ce rôle d'une femme. Au sérieux, c'est pas suffisant. Le rôle d'une femme qui conduit. L'homme, il est conduit. Une femme peut le conduire.
Puis elle le lâche, et puis elle le reprend, et puis l'homme aussi fait ça avec la femme. Il la lâche, il la reprend. C'est pas toujours l'homme qui est sur la femme, c'est aussi la femme qui monte sur l'homme. Tout ça, petit à petit, je commençais à bien le comprendre. Ouais. Seulement, voilà, cette sorte de bilan Cana, perruque ne coulant sens inverse, ça a débouché sur une cassure. Mais vraiment une cassure. J'avais un peu dessiné, j'avais donc un peu écrit. Je commençais à vivre un peu aussi. Bon, j'étais fatigué, naturellement. J'avais mon éternel poing dans le dos, je venais de faire une rechute. Et puis est arrivée une période où une grande fracture. C'était pas à la hauteur des poumons, c'était pas simple. Je me suis retrouvé à pleurer du matin jusqu'au soir, à n'être pas compris par certains qui s'étaient rapprochés de moi, à me rendre compte que je n'avais vraiment qu'une seule chose à tenter, c'est-à-dire m'isoler, revenir à l'isolement. J'ai été dans l'isolement. La façon dont ma mère m'avait élevé, c'était un isolement. La cave elle-même, c'était l'isolement par rapport à toutes les petites pièces habitées par les autres familles. Il n'y en avait pas beaucoup qui vivaient dans une cave. Seulement, notre cave était plus propre que quelquefois certaines pièces au 2e ou 3e étage de maisons complètement émiettées, sales, poussiéreuses et tout ce que l'on veut. Eux n'avaient pas de confort, nous n'avions pas effectivement de confort, mais c'était une propreté totale. C'était une belle pièce. Je n'ai jamais oublié ma belle pièce, malgré tous les efforts de ma mère. Et puis après avoir écrit la Cana, je l'ai tellement fait remonter à la surface que c'est ma pièce. Si je n'ai eu qu'une pièce dans ma vie, c'est celle-là. Et si j'en ai eu deux, bah c'est celle-là, et puis c'est un de mes ateliers, enfin une de mes pièces baptisées atelier, ici ou dans les montagnes, au Cousa, à la Cou. Au Cousa, c'était trop grand. Mais à la Cou, dans les montagnes, ouais, ça aussi, ça, voilà mes pièces. Alors je suis tombé. Je suis tombé en voyant que je tombais, en étant on ne peut plus inquiet de me donner devant Cécile dans cet attirail, on peut dire beaucoup plus qu'éprouvant. Enfin, c'est à la fois la désagrégation de son être, ce qui est un peu la signature de la fin. Moi, je savais que j'allais disparaître, ou je disparaîtrais parce que j'aurais perdu complètement la boule, ou je disparaîtrais parce que j'arrêterais les frais. Et on le savait, autour de moi, enfin, Cécile. Et puis je ne me gênais pas pour le lui dire, parce que j'avais besoin qu'elle partage ce que je passais, et je n'étais pas très intelligent de faire ça. Mais on n'a pas d'intelligence à ce moment-là. C'est-à-dire on a une intelligence tellement spéciale, tellement inattendue, tellement vive, qu'elle détruit non pas tout argument, parce qu'argument, Cécile n'a jamais eu d'argument. Et les 2 ou 3 amis que j'avais n'opéraient pas avec moi par des arguments. Mais j'avais cette réponse que je voyais, que au fond, non pas je cultivais, mais que mon état cultivait, des réponses qui ne permettaient pas, ne toléraient pas même, enfin, de contradiction. J'avais dans ma phrase, je n'ai plus cette phrase-là maintenant, ça je l'ai en quelque sorte nettoyée, mais j'avais dans ma phrase à la fois le noir et le blanc, c'est-à-dire que pouvait répondre l'autre. J'avais prévu ça. J'allais de là à là, de l'extrême à l'autre extrême. Je passais et je faisais passer par, j'irais mieux parce que je vois où je pourrais me prendre en main, mais tout de suite après, je disais que je ne voyais pas
la raison pour laquelle je me prendrais en main, parce que ce que j'étais en train de traverser me montrait la vérité en face. C'est le côté vain du combat qu'on me demandait de mener, étant donné que la vie est vaine, et quand on en est là, la vie est vaine. Amen. Fini. On tombe. Alors, ça a duré. Ça a duré. Ça a même perduré. J'ai pu retourner à mon travail, oui. J'ai pu recommencer un peu. Mon travail, je dis bien mon travail, pas l'usine, hein, mon travail, c'est-à-dire considérer que je devais mettre mes fers à mes sabots et que je ne pouvais pas espérer que seul ce que l'on me donnait, pilule, goutte, piqûre, que seulement ça pouvait me ramener. Si ça pouvait me ramener, j'allais pouvoir reconduire, j'allais pouvoir mettre mes godasses dans le bon sens, j'allais pouvoir faire le salut aux gens et tenir une conversation très simple, mais pas sotte. Mais ce que j'avais frôlé, parce que c'est là que ça s'est vraiment mis en route, mais ce que j'avais frôlé, surtout quand j'ai rencontré Cécile, je ne m'étais pas encore posé ces questions j'avais de vagues relents de souvenirs, mais je m'en servais pour faire rire Cécile. Cécile a un rire vraiment extraordinaire. C'est un rire qui cascade et qui roucoule, et c'est une sorte de petit rossignol russe. Quand j'ai connu la musique russe, j'ai dit ça, voilà, c'est ça. Le rire de Cécile, il est là, dans la voix de certaines femmes russes, à la voix de grave de temps en temps. Et puis ça monte très très haut, et ça jaillit, ça explose. C'est de la pluie tombant assez fort, mais qui, arrivée sur le sol, une fois qu'elle a fait son effet, son éclat, devient douce, belle, nourrissante. J'étais nourri par ça. Alors j'ai donc, en rencontrant Cécile, raconté des petites choses. Mais quand, pour me retrouver, me construire, pas me reconstruire, me construire, après avoir été démoli par Paulette, la fausse institutrice, elle m'avait bien démoli. Ma mère ne m'avait pas démoli, mais ma mère m'empêchait, en devenant adulte, d'avoir un âge adulte. Ça, oui. Ça, je l'ai vu tout de suite. Avant, bon, l'adolescence, un petit côté malin de tous les jeunes, seulement j'étais prêt à me faire descendre. Je n'attachais pas beaucoup de raison à la protection que je devais mettre en place pour ne pas me faire prendre. Au fond, c'était ça, quoi. Mais c'était lié à l'âge. Entre 15 et 20 ans, 15 et 22 ans, je suis sorti de l'armée, j'en avais 23 quand même. Alors entre 15 et 23, là, il y a 8 années, très fort pour les conneries, disons. Presque la poitrine nue pour avancer, hein, c'est ça. Alors, en disant ça, je veux dire la poitrine nue, même pour avancer dans une usine, dans les ateliers, dans tout ça. Ouais. Et pourtant, j'appuyais fort, j'avais l'impression que j'avançais quelque chose. Que mon travail se faisait petit à petit. Enfin, je voyais les autres qui avaient eu plus ou moins la chance de passer un petit brevet. Moi, je ne l'avais pas, mais je l'avais passé à ma façon. Et quand je discutais avec eux, je les trouvais insupportables. Ils avaient un côté un peu béatifiant. Moi, je leur disais, c'est pas ça la vie. Non, c'est pas ça. C'est pas rentrer dans l'usine, là, tout de suite, 18 ans, et puis, ou 17 ans, et puis voilà, quand j'aurai 20 ans, je ferai mon service. Là, quand je reviendrai, je passerai un échelon de plus, etc. Et eux n'avaient que ça déjà dans la tête. Et moi, je disais non. Et ils me disaient, t'arriveras à rien. Je disais, sûrement. Comme vous, j'arriverai pas. Et j'ai pas du tout envie. Mais, ce qu'on appelle la cassure. Mais la vraie cassure. Hein. Là, de temps en temps, j'ai des cassures. Je fais un dessin, ça se passe mal, ça me fait une cassure. Tout de suite, brrr, tout arrive. Les torrents dévalent, je sue, j'ai de la fièvre. Je retrouve un mal de dos puissant. Et je dis, je ne savais pas que ça allait revenir comme ça, mais après tout, je m'en fous, j'ai qu'à arrêter, puis ça y est.
Puis maintenant, j'ai une facilité à portée de ma main, c'est j'ai 70 ans. Ça, c'est énorme. Je dis souvent, fréquemment, j'ai 70 ans. C'est-à-dire, après tout, si ça s'arrête maintenant, bravo. Jamais j'aurais pensé arriver à 70 berges. Jamais. Avec une santé délicate dont je n'ai jamais tenu compte, avec une vie, je ne peux pas dire à bâton rompu, mais compte tenu du peu de force que j'avais, qu'est-ce que j'ai pas fait? Je peux dire aussi, Cécile, compte tenu du peu de force qu'elle avait, et que ça l'a pris très tôt, mais on ne savait pas qu'elle était déjà très tôt atteinte, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Donc, bon, elle a 3 ans de moins que moi, alors elle en est à 67, ben c'est fort déjà d'être arrivé là. Et ça va continuer. Aujourd'hui, je peux dire, ça va continuer. Et moi aussi, je veux continuer. C'est pas fini, le travail, il n'est pas fait. Mais j'ai cette facilité, j'ai à la main mon sexe, à portée de ma main mon sexe. J'ai découvert quand j'avais 23, 24, 25 ans, quand j'étais à Marseille, avec cette femme, la mère des enfants, qui ne voulait rien savoir nulle part, hein, rien. Boire un coup, c'était la catastrophe. Oh, je ne me suis jamais saoulé, moi. Jamais, jamais. Mais j'aimais bien de temps en temps boire un peu un coup pour voilà, me sentir différent, quoi. Pas du tout l'impression que je vivais mieux, mais enfin, j'étais différent. Bon. Eh bien, elle était pareille, elle ne voulait pas boire un coup. Pareil que, je sais pas qui, pareil que ceux qui sont contre, disons, voilà. Et puis elle n'avait pas non plus qu'on fasse des choses, que je m'approche, que je lui mette ça dans la main, que je lui dise, il faudrait m'embrasser, il faudrait que je te rende le baiser, enfin on peut pas rester comme ça. Et elle, non, 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 pas de ça, c'était, je sais pas, très vite ça m'a pas intéressé cette femme-là. C'était sale, c'était... Elle disait que ce qui a été la meilleure partie de sa vie avec moi, c'est quand j'étais en Allemagne et qu'elle était revenue à Marseille. Donc elle ne me voyait plus, mais elle m'écrivait. Alors elle m'écrivait des lettres enflammées, et quand j'arrivais, les lettres enflammées, ben, c'était non, touche pas. Voilà. Alors ça aussi, c'était ce que les autres appellent la bonne femme qui voulait cousse, quoi. Hein. Alors, bon. Quand j'ai été comme ça, je suis sorti de là-bas pour aller me reposer dans les montagnes. J'avais 27 ans. J'avais 27 ans. J'étais malade. J'étais redevenu tuberculeux. Ouais. J'arrangeais bien et la maladie arrangeait bien tout le monde. Je suis parti avec l'idée de ne plus jamais revenir. Mais j'étais ferré. J'étais ferré, j'écrivais, mais j'écrivais des renures. Je faisais des petits dessins, des petites tâches, des choses comme ça. Bon, il fallait que je rencontre Cécile. J'ai rencontré Cécile. Cécile m'a dit, j'ai déjà dit ça, mais Cécile m'a dit, t'es un artiste. Je n'avais pas besoin d'une qualification, c'est vrai. Mais enfin, que la femme avec qui on commence à vivre, avec qui c'est tout feu tout flamme, hein, que l'on voit tout à fait fragile, c'est incroyable, incroyable. Moi je lui disais, mais tu vas te faire encore insuffler d'un pneumothorax, c'est pas possible de ne pas prendre plus de précautions que tu n'en prends. Bon, j'aurais pu aussi m'adresser à moi. C'est pas vrai de me conduire comme je me conduis. Dans les 5 ans qui viennent, t'as un problème, j'ai un problème. On va rentrer tous les deux dans un sauna. Peut-être dans le même sauna, tu parles. Mais j'arrivais pas. Non, j'arrivais à lui dire à elle, mais j'arrivais pas à le voir pour moi. Je me croyais plus que ce que je n'étais. Mais quand une femme, il n'y a qu'une femme, et c'est seulement une femme qui peut dire ça, et peut-être la première femme qui le dit, après ça comptera plus. D'abord, on croit qu'on le sait, on est heureux de savoir ça, mais quand la femme avec qui on commence à vivre vous dit viens chez moi, on vous dit je vais avoir un petit peu d'argent, je vais acheter des petits meubles, et que vous arrivez, vous, avec dans une camionnette de brocanteurs et de pouilleux, vous sortez des planches, vous sortez, et qu'on vous dit ah c'est bien, c'est ton mobilier, et qu'on rigole et qu'on dit oui, et puis qu'après on va chercher des choses vraies, belles, qui vont être solides, qui vont faire un poêle dans lequel on va mettre du charbon. On va avoir chaud chez nous, on va avoir chaud elle contre moi, mais on va avoir aussi chaud dans la maison où on travaille. Et quand cette femme-là dit à un homme aussi cassé que j'étais, seulement elle aussi elle était cassée, mais elle n'avait pas encore parlé. Elle va parler un peu plus tard. Elle va dire qu'elle n'est pas bien parce que moi je vais avoir dit que je ne suis pas bien. Non pas qu'elle va se permettre de le dire parce que je l'ai dit, mais elle va se sentir et voir et découvrir que si on fait la vie ensemble, il faut qu'on dise
Moi, je te dis, et toi, tu m'écoutes. Et toi, tu me dis, et moi, je t'écoute. Et c'est ça qui permet de construire. C'est le sable, c'est la chaux, c'est le ciment. Ça construit. Et peut-être même que ça fait reculer la maladie qui nous guette. C'est pas vrai, ça ne l'a pas fait, mais en même temps, ça l'a un peu fait, parce que on aurait pu ne plus y être, moi je crois. On aurait pu ne plus y être. Alors, seulement j'ai piqué. J'ai piqué quelques années après. J'ai piqué du nez. Je me suis retrouvé malade. On était déjà dans les montagnes. On était dans les montagnes pour elle. Elle qui devait s'aérer, se consolider. On avait toujours cette chose rue Frion, à côté de chez Réchel. J'avais pris des leçons auprès de Réchel. Il avait refusé au départ. Il m'avait dit, je n'ai jamais donné de leçons. Moi, monsieur, je ne donne pas tes leçons. Je lui ai dit, écoutez, Hans, je comprends que vous ne donniez pas de leçons, mais à moi, vous pouvez donner une leçon. Disons que vous allez donner, je sais pas, 3 leçons, 4 leçons. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas besoin de plus. Moi, je n'ai pas envie de prendre des notes. Je ne suis pas quelqu'un comme ça. Je vous ai montré un peu ce que je fais. Vous avez bien vu que ça ne va pas. J'ai des précautions à prendre, ne serait-ce que ça. Vous devez me mettre en garde. Personne ne m'a mis en garde. Vous pourriez me mettre en garde. Et il m'a demandé, vous êtes à la recherche d'un père? J'ai dit, oh, pas du tout. Non, j'ai encore un père. Non, c'est pas ça. Je suis à la recherche d'un maître. Stupide, hein, mais je suis à la recherche d'un maître. J'ai le droit de dire ça parce que Miller l'a dit avant moi, bien sûr. Quand il vous voyait, il disait, vous étiez un sage. Et c'est auprès de vous, le maître, qu'il a pris ses premières leçons. C'était autre chose que des leçons. Il a été initié. C'est comme ça qu'il a fait ses gouaches. Et on connaît un peu les gouaches de Miller. Entre nous, vous, c'est beaucoup mieux que lui. Hein. Lui, il n'a pas bien pris vos leçons. Hein. Je crois qu'il s'est trompé. Il buvait ou il fumait ou il racontait ses blagues. Je suis sûr que c'est pas vous qui lui avez mal passé les conseils, mais lui, non. Moi, je crois, avec ce que je vous ai montré, ce que j'ai déjà fait, c'est pas du tout prometteur. Hein. Là, je suis d'accord avec vous, mais moi, je suis comme vous. Je suis pas un artiste qui cavale derrière quelque chose. Hein. Non. Vous êtes là avec votre pinard, votre eau, votre jeu de 2-3 gros pinceaux, la petite boîte avec les godets d'aquarelle dedans, et puis vous allez de votre bol à eau prendre un petit peu là, faire votre ton et plof sur votre feuille. Et ça, j'ai besoin. J'ai besoin de voir quand ça dérape, comment vous faites. Si vous jouez le dérapage ou si vous déchirez. Moi, je déchire. Faut jamais déchirer. Ah bon? Et pourquoi? Parce que ce qui est venu, on n'est pas là pour le juger. Oui, vous avez raison. Ben, j'essaierai de ne pas déchirer. Mais je déchirerai moins, sans doute, si vous me montrez comment vous faites. Je ne peux pas vous montrer comment je fais. Revenez demain. Le lendemain, j'étais revenu. Et j'avais montré un petit dessin que j'avais coloré. Et il m'avait dit, c'est pas aquarelle, ça, c'est petite combine. Il faut faire attention aux combines. Vous vous appelez Fred? Oui, il faut faire attention aux combines, Fred. Vous avez une gentille femme, elle parle l'allemand. J'aime bien quand je la vois, on parle allemand. Ouais. Elle, vous auriez aimé lui donner des leçons d'aquarelle. Hein. Oui, c'est ça. Eh bien alors, si vous voulez, on va prendre tous les deux des leçons d'aquarelle avec vous. Non. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, vous vous mettez derrière moi, vous bougez pas, vous parlez pas. S'il vous plaît, vous fumez pas. Vous allez rester un quart d'heure, à peu près. Le temps que ça dure, ça ne demande pas plus, vous savez, une aquarelle. Petite aquarelle, c'est maximum 20 minutes. Il faut beaucoup concentrer. Voyez-vous, mon papier, il est prêt, il est mouillé, il est tendu. Vous voyez comment je l'ai tendu avec du papier craft tout autour? Ouais. Et il est mouillé, mais j'ai passé une éponge dessus. On dirait qu'il n'y a plus d'eau, mais il y en a de l'eau. Et je vais apporter un tout petit peu de couleur, et petit à petit, à partir de cette couleur, un petit peu d'eau, encore une petite couleur, encore un petit peu d'eau, je vais les faire se rejoindre. Maintenant, on se tait, on regarde, puis après vous partirez. Quand j'ai fini une aquarelle, il faut que je reste seul. Alors vous verrez quand elle sera finie. Vous ne ferez pas de bruit, vous prendrez la porte. Alors j'ai vu.
j'ai vu. C'était le ciel qui se dévoilait pour la première fois. Tout était là. Tout était là au point que il y avait même mon enfance, même l'enfance de Hans, que je ne connaissais pas mais je la voyais. Et il y avait des sourires dedans. Et il y avait beaucoup de gravité dedans. Beaucoup de gravité. Il hochait la tête, il tordait sa tête sur le côté. Il n'était pas d'accord avec ce que l'eau était en train de faire. Mais il la rattrapait. Et j'étais sûr qu'il ne déchirait jamais. Et j'étais profondément heureux. Profondément heureux. Seulement, je ne pouvais pas lui dire. Je ne pouvais pas partir en disant merci. Et j'étais pas sûr qu'elle soit entièrement terminée. Je regardais la montre, ça faisait un bon quart d'heure. Et à un moment donné, avec son pinceau, il a montré la porte. J'ai pas bronché. Je suis parti, je suis sorti, j'ai tiré la porte. J'ai refermé derrière moi. J'ai allumé une cigarette, j'ai fumé sur le palier. À ce moment-là, une autre porte qui était à côté, je savais que c'était là, qu'il dormait. Il ne dormait pas dans son petit atelier, il dormait dans une autre petite pièce. Et c'est la femme de Rachel qui est sortie. Et elle m'a dit, alors, comment ça s'est passé, monsieur II? Je lui ai dit, chut, faut pas parler. Vous rentrez chez moi un moment? Oh, tout doucement, oui. Ah, il a été remarquable avec moi. Il m'a laissé le regarder pendant près de 20 minutes. Faire une aquarelle. Et l'aquarelle est très très belle. Et sans un mot, sans rien, je sentais, il était tendu. Il m'a donné un moment merveilleux. Merveilleux. Je vous remercie aussi. Parce que c'est elle qui avait ménagé, si on peut dire, le rendez-vous. Je l'avais croisé dans la rue quelques jours avant et je lui avais dit, j'aimerais bien, vous savez, j'aimerais bien. Chaque fois que je lui en parle, il dit non. Mais j'aimerais bien. Je suis sûr que c'est vous. Oui, j'ai dit. J'ai dit, tu peux pour une fois faire quelque chose avec quelqu'un. Et il a fini par être d'accord.